Permettez-moi d'être extrêmement clair sur un point avant d'aller plus loin. La plupart des gens qui observent la situation en train de se développer dans le détroit d'Ormuz posent la mauvaise question. Ils demandent si la Chine va intervenir militairement. C'est pas la bonne question. C'est la question de quelqu'un qui pense encore avec des catégories du XXe siècle, quelqu'un qui croit encore que projeter sa puissance exige des porte-avions et des soldats au sol. La vraie question, celle qui détermine tout, est celle-ci: à quel moment le blocus de Washington devient-il une attaque directe contre la souveraineté économique de Pékin? Parce qu'au moment où l'on comprend ce cadrage, tout ce qui s'est passé au cours des 6 dernières semaines devient d'une clarté terrifiante. Washington a commis une erreur de calcul catastrophique. Il a supposé que, parce que la Chine ne lancerait pas de missiles, la Chine obéirait. Cette hypothèse est l'idée la plus dangereuse qui circule actuellement dans les cercles du pouvoir à Washington. Et l'histoire, pas l'opinion, pas l'idéologie, nous dit exactement ce qui arrive aux empires qui prennent la patience d'un adversaire pour sa soumission. C'est le genre de sagesse stratégique que l'on pourrait attendre d'un manuel de l'ère Trump, confondre le silence avec la reddition, puis tomber des nues quand la facture arrive. Revenons au commencement. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran, assassinant le guide suprême Ali Khamenei et ciblant des infrastructures nucléaires. L'Iran a répondu de la seule manière qu'il pouvait structurellement adopter, en fermant le détroit d'Ormuz. Or, 20% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié mondial passent par cet étroit point d'étranglement. Lorsque l'Iran l'a fermé, l'économie mondiale n'a pas simplement connu une perturbation. Elle a vécu l'équivalent fonctionnel d'un arrêt cardiaque. Les prix du pétrole ont bondi. Les chaînes d'approvisionnement se sont fracturées. Le Royaume-Uni a qualifié la situation de profondément dommageable. La Commission européenne a qualifié la fermeture de très dommageable. Ce ne sont pas les mots de gouvernement qui choisissent un camp. Ce sont les mots d'économie qui regardent leurs artères se refermer. Mais voici ce que Washington a fondamentalement mal compris. Il a supposé que la partie la plus menacée par la fermeture du détroit était l'Iran. Ce n'était pas le cas. La partie la plus structurellement menacée par cette fermeture à moyen et à long terme était la Chine. Pékin est le plus grand acheteur de brut iranien sur Terre. Les paiements, selon Lloyd's List, étaient déjà traités en yuan chinois et non en dollars. Réfléchissez soigneusement à ce que cette seule donnée révèle sur la trajectoire de l'ordre financier mondial. Le pétrodollar n'était pas simplement contesté en théorie, il était contourné dans la pratique, précisément au moment où Washington choisissait l'escalade. Pour Washington, c'était apparemment le moment parfait pour découvrir que les sanctions ne fonctionnent pas comme des formules magiques, peu importe avec quelle intensité la faction trumpiste les récite à la télévision. Or, la théorie des jeux nous enseigne quelque chose d'essentiel dans des moments comme celui-ci. Lorsque vous placez un acteur dans une situation où obéir coûte plus cher que défier, vous n'obtenez pas l'obéissance. Vous obtenez la défiance enveloppée dans le langage de la diplomatie et exécutée par des actions techniquement ambiguës, mais stratégiquement sans ambiguïté. La Chine n'avait pas besoin de tirer un seul coup de feu. La Chine avait seulement besoin d'envoyer un pétrolier. Un navire appartenant à des intérêts chinois, le Rich Star, a forcé le blocus des États-Unis après avoir d'abord semblé faire demi-tour dans le détroit. Laissez cette phrase se déposer encore une fois dans votre esprit, après avoir d'abord semblé faire demi-tour. C'est pas une erreur de navigation, c'est une mise en scène. C'est Pékin qui envoie un message écrit, non pas dans la langue des caps diplomatiques, mais dans le mouvement maritime, la langue que les empires ont toujours comprise. Le navire appartient à la Shanghai Shuan Shipping Company, déjà sanctionnée par les États-Unis, ce qui signifie que Pékin a choisi, en pleine connaissance juridique des conséquences, de faire passer un navire à travers un blocus imposé par la marine la plus puissante de l'histoire humaine. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est un signal soigneusement calculé et calibré. Et Washington, malgré toutes ses capacités militaires, n'y était pas préparé. Prenons maintenant
du recul pour regarder le niveau structurel parce que les événements individuels ne deviennent significatifs que lorsqu'on voit le schéma auquel ils appartiennent. Ce à quoi nous assistons n'est pas simplement un différend sur les exportations de pétrole iranien. Ce à quoi nous assistons, c'est le premier véritable test de la capacité des États-Unis à imposer la conformité économique à une grande puissance, à un concurrent de même rang au XXIe siècle. Tous les blocus précédemment imposés par les États-Unis visaient des pays qui n'avaient pas le poids géopolitique nécessaire pour résister. Cuba, la Corée du Nord, le Venezuela, l'Irak, ces pays pouvaient être isolés parce qu'aucune grande puissance n'était disposée à absorber le coût de leur défense. L'Iran est différent. L'Iran n'est pas isolé. L'Iran se trouve au centre d'un réseau de relations avec la Chine, avec la Russie et avec le monde non occidental au sens large, ce qui rend tout isolement réel, structurellement impossible. La Chine a qualifié le blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis d'acte dangereux et irresponsable qui enflammerait davantage les tensions dans la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, déclarant que seul un cessez-le-feu complet pourrait contribuer à apaiser la situation. Or, le langage diplomatique est toujours dense de significations que le lecteur occasionnel ne remarque pas. Lorsque Pékin dit dangereux et irresponsable, il ne se contente pas d'enregistrer son désaccord, il signifie un avertissement, il trace une ligne dans le langage que Pékin préfère, celui des déclarations diplomatiques formelles, avant de tracer cette ligne dans l'action. Puis il l'a tracée dans l'action, un pétrolier chinois a brisé le blocus. Au 20 avril, au moins 26 navires avaient réussi à contourner la ligne de blocus des États-Unis dans les deux sens. 26 navires. Le blocus annonçait avec tout le poids de la puissance militaire américaine, plus de 10 000 membres du personnel des États-Unis, plus d'une douzaine de navires de guerre et des dizaines d'aéronefs, était érodé non pas par une résistance militaire iranienne, mais par la logique commerciale de pays qui ne pouvaient tout simplement pas se permettre d'obéir. Voilà, donc ce qu'il reste du fantasme selon lequel le commerce mondial allait se figer sur place, simplement parce que Washington, ou l'un des mégaphones de Trump, exigeait un gros plan dramatique. C'est le piège. C'est exactement le piège que produit toujours le dépassement impérial prévisible dans sa structure. Washington s'est maintenant placé dans une position où faire respecter le blocus signifie affronter directement des navires commerciaux chinois, ce qui signifie affronter directement la souveraineté économique chinoise, ce qui signifie affronter directement la Chine. Et ne pas affronter la Chine signifie regarder le blocus dissoudre navire après navire, pétrolier après pétrolier, jusqu'à ce que l'instrument de pression devienne un instrument d'humiliation. La Chine n'a pas été informée à l'avance des opérations militaires des États-Unis contre l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine l'a clairement déclaré. C'est un détail que les architectes de cette campagne à Washington ont peut être considérés comme un manque mineur de courtoisie diplomatique. Pékin l'a vécu comme une déclaration d'intention. Lorsque la deuxième économie mondiale, une économie avec laquelle vous êtes profondément entremêlés, n'est pas consultée avant que vous lanciez une guerre qui ferme 20% du commerce pétrolier mondial, vous n'avez pas simplement contourné une courtoisie. Vous avez communiqué une vision du monde, vous avez communiqué que dans le calcul stratégique de Washington, les intérêts économiques de Pékin ne sont pas des facteurs à négocier, mais des obstacles à gérer. Et Pékin a entendu ce message avec une clarté absolue. Maintenant, appliquons la grille historique, parce que ce à quoi nous assistons a un précédent, pas un précédent exact. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais il s'agit d'un précédent structurel qu'une analyse sérieuse peut identifier avec confiance. Pensez au moment de la guerre du Péloponnèse où Athènes a décidé d'étendre sa puissance jusqu'en Sicile. Les Athéniens n'avaient pas tort au sujet de leur capacité militaire. Ils avaient tort au sujet du coût de son utilisation. Ils pouvaient projeter leur puissance, ils ne pouvaient pas soutenir cette projection face à une résistance qui comprenait à un niveau structurel qu'Athènes était surexposée,
L'expédition de Sicile n'a pas été perdue parce que Athènes était faible. Elle a été perdue parce que Athènes était forte dans la mauvaise dimension, au mauvais moment. Les États-Unis d'aujourd'hui sont forts, extraordinairement forts. Leur marine est sans équivalent, leur logistique est sans équivalent, leur capacité à projeter une force cinétique à travers le globe est sans équivalent. Mais la force cinétique ne peut pas résoudre une équation économique. On ne peut pas bombarder une chaîne d'approvisionnement pour la ramener à l'obéissance quand cette chaîne d'approvisionnement est réacheminée autour de vous. On ne peut pas menacer jusqu'à la soumission une puissance dont la réponse à votre menace consiste à faire passer ses navires commerciaux par le corridor, même que vous essayez de sceller. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille à son point le plus étroit. Au sens physique, c'est un passage étroit. Au sens géopolitique, c'est un miroir. Et ce que Washington voit dans ce miroir en ce moment devrait être profondément troublant. Il s'avère que crier pression maximale ne rend pas la géographie plus petite, les marchés de l'énergie plus obéissants, ni la Chine soudainement impressionnée par le vocabulaire de rassemblement électoral. L'Iran a commencé à contrôler le trafic à travers le détroit et à facturer des péages de plus d'1 million de dollars par navire. Laissez ce chiffre se déposer dans votre esprit un instant. L'Iran, un pays dont le président des États-Unis affirmait que l'armée avait été entièrement détruite, facturait 1 million de dollars par passage de navire, et les navires payaient, non pas parce qu'ils voulaient payer l'Iran, mais parce que l'alternative était pire, parce que l'économie mondiale ne peut pas survivre à la fermeture indéfinie du détroit d'Ormuz. Et les acteurs répondent aux incitations structurelles, pas aux préférences de Washington. Selon Lloyd's List, les paiements étaient évalués par le corps des gardiens de la révolution islamique en yuan chinois et non en dollars. Le pétrodollar, l'architecture de la domination financière américaine construite depuis l'ère Nixon, n'était pas simplement contestée. Il était démantelé en temps réel au point d'étranglement du corridor énergétique le plus critique du monde, avec des paiements traités dans la monnaie du pays dont Washington s'attendait à ce qu'il obéisse à son blocus. Voilà ce que signifie réellement l'ultimatum de Pékin. C'est pas une menace de guerre. Pékin est beaucoup trop sophistiqué sur le plan stratégique pour lancer des menaces de guerre lorsque l'action économique obtient le même résultat à une fraction du coût et sans le risque d'escalade. L'ultimatum de la Chine est structurel. Il est écrit dans le mouvement des pétroliers, dans la dénomination des paiements, dans le veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine et la Russie ont opposé leur veto à un projet de résolution sur le détroit d'Ormuz selon la bibliothèque de la Chambre des communes et elles l'ont fait dans le refus calme et constant de considérer la pression économique de Washington comme légitime. Le message est simple. Le détroit d'Ormuz n'est pas un lac américain, le pétrole iranien n'est pas une ressource américaine à bloquer. Et la ligne de vie économique de la Chine n'est pas une monnaie d'échange dans la guerre de quelqu'un d'autre. Washington fait maintenant face à un choix qu'aucune puissance militaire ne peut simplifier. Il peut faire respecter le blocus contre des navires chinois et risquer une confrontation directe avec un concurrent de même rang doté de l'arme nucléaire à un moment où son armée est déjà étirée dans un conflit actif avec l'Iran, où il peut regarder le blocus échouer navire après navire et absorber l'humiliation stratégique d'une politique déclarée ouvertement défiée par la deuxième économie mondiale sans conséquence. Il n'existe pas de troisième option qui préserve à la fois la crédibilité américaine et la retenue américaine. Le piège s'est refermé et c'est une leçon que tout aspirant hégémon finit par apprendre. Pas dans les manuels, pas dans les groupes de réflexion. Mais dans la structure réelle du pouvoir telle qu'elle se déploie sur des décennies et des siècles, la domination n'est pas une condition permanente. C'est un équilibre temporaire, maintenu seulement aussi longtemps que le coût de la contester dépasse le coût de l'accepter. Au moment où vous forcez une grande puissance à calculer que ses coûts se sont inversés, au moment où la Chine doit choisir entre absorber les dommages économiques de l'obéissance au blocus et absorber les dommages réputationnels d'une défiance publique, vous avez déjà perdu la partie stratégique, peu importe le nombre de navires de guerre que vous avez sur l'eau. Autrement dit, une politique conçue pour les applaudissements peut s'effondrer dès qu'elle rencontre un pétrolier, un tableur et un gouvernement qui ne prend pas les fanfaronnades à la Trump pour une stratégie. Le blocus ne s'est pas brisé parce que la Chine a tiré un missile, le blocus s'est brisé parce que la Chine a envoyé un pétrolier, et cette seule distinction vous dit
tout ce que vous devez savoir sur la manière dont le pouvoir fonctionne réellement au XXIe siècle et pourquoi le pays qui comprend cette distinction écrira l'histoire de cette époque, tandis que celui qui ne la comprend pas deviendra un chapitre d'avertissement à l'intérieur de celle-ci.